60e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. À la veille de la cérémonie officielle, le président du Faso fait le tour des grands chantiers réalisés dans le cadre du 11 décembre. Tradition respectée encore cette année, le chef de l'État va s'adresser au peuple burkinabé dans quelques instants. Ce journal sera largement dominé par les informations sur la fête de l'indépendance à Banfora, d'où nous attend notre équipe pour le duplex. Dans l'actualité également, le Comité national des pôles de croissance fait le bilan des 10 ans de celui de Bagré. Les investissements privés dans la zone se chiffrent à 14 milliards de francs CFA, sans compter les infrastructures et les emplois créés. Le bilan complet à suivre dans ce 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Nous sommes à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance du Burkina Faso. Comme il est de coutume à l'occasion de cet événement, le chef de l'État s'adresse au peuple burkinabé. Sans plus tarder, je vous invite à suivre le message du président du Faso depuis la ville de Banfora. Peuple de Burkina Faso, concitoyennes et concitoyens, burkinabés de la diaspora. La commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays est une excellente occasion pour saluer la mémoire des pères fondateurs de la nation et rendre un vibrant hommage au peuple burkinabé pour sa résilience et son engagement pour la patrie, la cohésion sociale et le développement partagé. L'accession à la souveraineté nationale et internationale de notre pays, que nous célébrons avec fierté dans la belle cité du paysan noir, capitale de la région des Cascades, est un événement national par essence qui nous rappelle nos souvenirs et notre héritage commun, ainsi que notre volonté librement consentie de bâtir ensemble une nation unie, forte et prospère. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, cette année, la célébration de notre fête nationale est placée sous le thème « Cohésion nationale et engagement patriotique pour un développement durable du Burkina Faso dans un contexte d'insécurité de Covid-19 ». Il s'agit là d'une interpellation collective pour un Burkina Faso résolument tourné vers l'union sacrée de ses filles et fils pour faire face aux défis actuels et assurer à notre pays la sécurité, la santé et le développement économique et social. L'atteinte de telles ambitions pour lesquelles je me suis engagé avec vous passe nécessairement par un changement de mentalité et de comportement. La culture de la tolérance et du vivre ensemble, le civisme, le patriotisme, le dialogue inclusif, la prise en compte de nos valeurs culturelles positives, socle de paix et de cohésion seront la clé de notre succès. En la matière, force est de reconnaître que des défis importants restent à relever si nous voulons être en phase avec le besoin légitime de paix, de sécurité
et de développement harmonieux de notre pays. C'est pourquoi j'engage le gouvernement, le peuple burkinabé dans ses différentes composantes et chaque burkinabé à assumer chacun sa part de responsabilité pour faire de la cohésion sociale et du patriotisme des réalités concrètes au plan politique, administratif, économique et social. Je réaffirme avec force qu'aucune nation ne peut prospérer dans le désordre, l'incivisme, la corruption, le reniement de la patrie, autant de fléaux qui fragilisent la cohésion sociale et les efforts pour un mieux-être collectif. Pour ce faire, je dois rappeler qu'autant chaque Burkinabé a des droits, autant il a des devoirs qu'il doit assumer. Dans l'intérêt de tous, nous ferons en sorte qu'il en soit ainsi. Chères concitoyennes, chers concitoyens, la bande sahélo-saharienne, dont fait partie le Burkina Faso, est confrontée depuis quelques années à des attaques terroristes qui endeuillent les familles et occasionnent de nombreux déplacés internes. Cette situation qui vise à saper les efforts de développement et de construction de notre cher pays est inacceptable. En cet instant solennel, je voudrais ici redire toute ma compassion aux familles qui ont vu les leurs tomber pour défendre la patrie et assurer la sécurité de l'ensemble des Burkinabés. Je m'incline devant la mémoire de tous nos braves soldats et valeureux volontaires pour la défense de la patrie, tombés sur le champ de bataille pour défendre l'honneur et la fierté de notre peuple. La nation leur est reconnaissante à jamais pour leur courage. J'associe à cet hommage toutes les victimes innocentes de cette barbarie terroriste et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés civils et militaires. Aux déplacés internes, je voudrais les rassurer de ma solidarité et leur dire que le gouvernement met tout en œuvre pour créer les conditions de leur retour dans leurs localités respectives, dans la sécurité et la dignité. À tous nos soldats, à tous nos volontaires pour la défense de la patrie qui sont mobilisés au quotidien, je réitère mes encouragements. C'est grâce à leur détermination que nous enregistrons des victoires dans le combat contre les forces du mal. Leur engagement à défendre la nation jusqu'au sacrifice suprême nous interpelle individuellement et collectivement. Face aux défis sécuritaires, les efforts du gouvernement se poursuivront pour renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité en matériel, en formation et en effectifs pour plus d'efficacité sur le théâtre des opérations. Je tiens à réaffirmer que l'action internationale du Burkina Faso pour contribuer à l'éradication du terrorisme ne faiblira pas. En cela, nous continuerons de travailler de concert avec la force conjointe du G5 Sahel et toutes les autres initiatives militaires ou politiques internationales engagées dans la lutte contre le terrorisme en vue d'un retour de la paix et de la stabilité au Burkina Faso et dans la sous-région. Chers compatriotes, la pandémie de la Covid-19 apparue en mars dernier dans notre pays est toujours d'actualité. Aussi voudrais-je inviter les Burkinabés à la discipline et au sens des responsabilités. Les mesures spéciales prises par le gouvernement au plan social et économique en vue de réduire le ressenti des conséquences liées aux restrictions visant à freiner la progression de la pandémie n'auront de sens que si nous parvenons ensemble à briser la chaîne de contamination par le respect des mesures barrières. Le sacrifice consenti par le personnel de santé et les acteurs engagés dans la lutte contre cette maladie s'en trouvera pleinement justifié. C'est le lieu pour moi de leur exprimer toute la reconnaissance de la nation pour leur engagement, quelquefois au prix de leur vie, dans la lutte contre cette pandémie. Je salue tous les acteurs nationaux et internationaux pour leur accompagnement. La forte pluviométrie de cette année, bénéfique par endroits pour la saison agricole, a eu des conséquences dramatiques, particulièrement dans les zones où les populations sont exposées aux risques liés aux inondations. C'est une question récurrente qui nous interpelle tous, en particulier les populations installées sur les zones inondables. Je voudrais à cet égard réitérer l'engagement du gouvernement à apporter une réponse efficace et durable au problème des inondations dans notre pays, tout en rappelant la nécessité pour tous de respecter les règles en matière d'urbanisme
et d'assainissement de notre cadre de vie. Chers compatriotes burkinabés de la diaspora, le 22 novembre dernier, le peuple burkinabé a été invité aux urnes pour désigner le président du Faso et élire une nouvelle Assemblée nationale pour les 5 années à venir. La bonne tenue des élections couplées, présidentielles et législatives, renforce l'ancrage de la démocratie et de l'état de droit au Burkina Faso. Nous avons ainsi franchi une étape importante de la vie politique de notre pays. Ces élections, dont les résultats provisoires ont été salués par tous, confirment l'image d'un peuple conscient et responsable. C'est pourquoi je félicite le peuple burkinabé et l'ensemble des acteurs, notamment les candidats, les partis et formations politiques, les organisations de la société civile, les responsables coutumiers et religieux pour leur sens du patriotisme et de la responsabilité qui a permis la tenue de ces élections dans un climat politique et social apaisé. Mes félicitations vont également aux forces de défense et de sécurité et à la Commission électorale nationale indépendante pour la sécurisation et la bonne conduite à son terme du processus électoral. Je remercie tous les partenaires techniques et financiers, ainsi que les observateurs nationaux et internationaux pour leur contribution à la réussite de ces scrutins. Le consensus recherché autour des élections du 22 novembre 2020 et qui a prévalu avant, pendant et après la proclamation des résultats provisoires nous indique désormais la voie à suivre. Il vient ainsi convaincre définitivement les plus sceptiques de la capacité du peuple burkinabé à décider de son avenir. Je remercie particulièrement nos compatriotes de la diaspora qui ont pris activement part à l'élection présidentielle pour la première fois. J'ai une pensée pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu participer à ces élections, car je comprends ce qu'ils ressentent en pareille situation. À la faveur de la consolidation de la paix et de la sécurité, et tirant les enseignements au plan organisationnel de ces scrutins, les mesures seront prises pour assurer la pleine participation de tous les Burkinabés au scrutin à venir. Peuple du Burkina Faso, concitoyennes et concitoyens, en ce 60e anniversaire de notre indépendance, je voudrais réitérer ma gratitude à la communauté des amis et partenaires techniques et financiers du Burkina Faso pour leur engagement au profit du financement du Plan national de développement économique et social. Je saisis également cette opportunité pour réitérer au peuple burkinabé toute ma reconnaissance pour la confiance placée en ma personne pour conduire à nouveau la destinée de notre cher pays, le Burkina Faso, pour les 5 prochaines années. C'est une marque de profonde considération et je voudrais dire très sincèrement merci. C'est un chemin que je veux parcourir encore avec vous. C'est donc ensemble que nous construirons le Burkina Faso de nos ambitions et de nos rêves partagés. J'ai foi que dans la même dynamique, avec le même engagement et le même esprit de cohésion et de patriotisme, nous réussirons à consolider les bases d'une nation démocratique et de paix. Bonne fête nationale à toutes et à tous. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie.
C'était donc le message du chef de l'État à la nation à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Et pour la suite, nous parlons encore de ce message que vous venez de suivre et des autres actualités sur le 11 décembre. Et c'est depuis Banfora d'où nous retrouvons notre équipe en duplex. Vous avez l'antenne. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir. On va y aller direct pour le décryptage du message du chef de l'État. C'est avec notre rédacteur en chef Jean-Emmanuel Ouedraogo. Bonsoir Jean-Emmanuel. Bonsoir Ruth Bini Ouattara. Que retenir de l'adresse du président du Faso ce soir? Alors Ruth, ce qu'il faut dire, c'est que sur la forme, donc c'est un ton qui porte la solennité du moment. 60 ans d'indépendance pour notre pays, c'est un exercice classique. Dans la forme, pas de grandes annonces. Un hommage au père fondateur de la nation pour commencer, une piqûre de rappel à l'endroit de tous les Burkinabés pour poursuivre. Le contexte est difficile et le défi immense, consolider les efforts de développement économique et social dans un contexte d'insécurité et de crise sanitaire. Voici toute l'équation et pour la résoudre, Roch Kaboré invite à l'union sacrée. Chaque Burkinabé doit assumer sa part de responsabilité, se départir de l'incivisme, la corruption, le reniement de la patrie est surtout intégré que si nous avons tous des droits, nous avons également des devoirs pleinement assumés par tous ces fils du pays qui se battent nuit et jour contre les forces du mal, et cela souvent jusqu'au sacrifice suprême. Le président du Faso le traduit ici, toute la reconnaissance de la nation. Une pensée également envers les déplacés et un engagement, celui de poursuivre les efforts pour renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité en matériel, en formation et en effectifs notamment. L'autre grand défi du moment est celui sanitaire. Attention, insiste Roch Marc Christian Kaboré, le coronavirus est toujours là, d'où son appel à la discipline et au sens de la responsabilité de chacun pour ne pas annihiler les efforts déjà consentis, notamment par le corps médical dont l'engagement est également salué. Les élections du 22 novembre dernier passé constituent donc une étape importante de l'ancrage de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Conviction du président du Faso qui félicite au passage tous les acteurs, les candidats, les partis politiques, la société civile, les coutumiers, les religieux. C'est la preuve, si besoin en était encore, de la capacité du peuple burkinabé à décider de son avenir. Un seul mot, merci. C'est un président nouvellement réélu qui se veut reconnaissant et confiant, reconnaissant envers le peuple pour la confiance placée en sa personne, confiant en l'avenir car, dit-il, ensemble nous construirons le Burkina Faso de nos ambitions et de nos rêves. À vous également, nous disons merci Jean-Emmanuel, mais on va quand même noter que nous aurons l'occasion dans nos prochaines éditions de revenir sur ce discours avec plus d'éléments d'analyse. Alors, l'actualité à Banfora, c'est aussi la visite de plusieurs infrastructures par le chef de l'État, des logements sociaux de Kiribina à l'exposition d'objets historiques, en passant par la salle polyvalente ou encore la place de la Nation où l'heure du défilé. C'est un tour d'horizon que le président du Faso et sa délégation ont effectué dans la matinée. Le témoignage avec Bernard Koumbelem et Sébastien Zongo. Au secteur 5 de Banfora, le président du Faso visite l'un des 204 logements sociaux sur 300 prévus à la cité de Kiribina. Une zone de 50 hectares à viabiliser avec accès à l'eau potable et à l'électricité. C'est des F3 sociaux. F3, c'est 2 chambres avec un salon, une salle d'eau également, une cuisine, bâtie sur une superficie de 240 mètres carrés. Et ce logement, la parcelle y compris, coûte 7 500 000. La salle polyvalente de 1000 places, construite sur près de 580 mètres carrés, entièrement achevée, présente une salle de spectacle avec vestiaires pour hommes et femmes séparés. L'architecture prend en compte les symboles de la région. Et les traits blancs verticaux tout en haut du bâtiment symbolisent la cascade qui tombe sur un fond bleu. Quand vous voyez la façade, il y a la bande bleue qui est horizontale et puis nous avons les bandes blanches qui sont des bandes verticales. Donc c'est la cascade qui tombe sur un plan d'eau. Alors nous avons les éléments en saillie qui viennent comme les pics de Sindou et aussi les dômes qui sont présents dans la région. Roch Kaboré s'est rendu sur l'aire du défilé où se déroule encore
les derniers réglages. La place de la Nation s'étend sur 2 hectares avec 300 places assises et une tribune sur laquelle trône la stèle du paysan noir. Au podium trône la stèle qui est une statue en bronze du paysan noir pour effectivement rendre hommage à ce paysan noir. Et en arrière-fond, nous avons les feuilles de rôlier qui sont un petit peu comme un élément très présent dans la région. Le président du Faso affiche sa satisfaction quant à la réalisation de ces infrastructures, tout en précisant que les travaux de finition doivent se poursuivre, notamment sur les routes de Sendou et de Niangoloko. Nous pensons que l'essentiel est déjà fait. Il faut que nous travaillions certainement plus tard à faire en sorte que la route de Bobo-Dioulasso à Banfoura, nous puissions améliorer son cadre, renforcer sa dimension pour permettre effectivement d'avoir un accès beaucoup plus facile à la ville de Banfoura. C'est des projets qui sont déjà, je dirais, dans le pipeline sur lequel nous travaillons et je pense que d'ici quelques années, dans 2-3 ans, vous verrez ce qui sera fait en plus de ce qui est déjà fait aujourd'hui dans la ville de Banfoura pour améliorer la circulation. Je voudrais surtout inciter également tous ceux qui ont pris des terrains pour construire les villas à continuer également à les achever parce que ça va donner également une autre finition, une autre visibilité à la ville. Rochmar Christian Kabouré n'est pas resté insensible aux objets et aux documents historiques du salon de conservation des curiosités du Burkina Faso et de la région des Cascades. Je voudrais en tout cas lancer un appel à tous les mécènes et les personnes de bonne volonté à pouvoir aider ceux qui organisent, je dirais, ce type de salons qui nous montrent les raretés qui ont existé dans notre pays. Et je m'inscris en tout cas en premier à vouloir faire cette contribution pour leur permettre d'avancer un peu plus dans ce travail. L'exposition au Salon de conservation des curiosités se poursuit à la Maison des Jeunes de Banfoura jusqu'au 12 décembre 2020. Et voilà, avec nous ce soir pour les détails de la cérémonie de ce 11 décembre, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Monsieur Siméon Sawadogo. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, on va un peu parler du bilan des activités qui sont menées ici à Banfoura. On peut dire que la célébration, en tout cas, a commencé depuis un certain temps, sinon même un mois, avec plusieurs séries de petites activités. Qu'est-ce que ce soir vous pouvez tirer comme bilan? Non, nous pouvons déjà tirer un bilan satisfaisant parce que vous savez, les activités donc, du 11 décembre sont des activités qui sont séquencées sur pratiquement un mois et demi. Nous avons d'abord les différentes conférences sur le thème central donc, de la célébration et sur également les thèmes secondaires qui ont déjà donc, été faits. Nous avons également un certain nombre d'activités sportives qui ont été faites, notamment les éliminatoires. Et nous avons d'autres activités qui ont été menées. Et nous avons enfin l'ensemble des réalisations qui ont été faites. Le président du Faso vient lui-même donc de visiter l'ensemble de ces réalisations, notamment que ce soit sur les infrastructures routières. Nous avons également donc la place de la Nation, nous avons donc la salle donc polyvalente, nous avons les réalisations sur les logements sociaux, nous avons d'autres activités qui ont été menées. Alors nous avons ensuite la grande parade, ce qu'on appelle le défilé civil et militaire qui aura lieu demain. Hein? Voilà. Est-ce que déjà vous pouvez nous donner l'envergure de cette grande parade? À quoi est-ce qu'il faudrait s'attendre? Et combien de personnes ont été mobilisées en tout cas pour participer à cette activité? Non, après une évaluation de la parade civile et militaire, donc il y a une proposition qui a été faite de faire en sorte que cela soit contenu donc au maximum 1h30, 1h45 minutes. De ce fait-là, nous avons des défilants civils et militaires donc d'un nombre d'environ 3500 personnes donc, qui vont défiler demain et qui vont prendre en compte l'ensemble des diversités du pays, et donc à travers des représentants des régions, à travers également des représentants des associations, donc les différentes structures de production et de distribution de notre pays, sans oublier effectivement les différentes composantes militaires et paramilitaires. Je pense que c'est un élément important, comme le disait le président du Faso, une sorte de symbiose
entre donc les forces de défense et de sécurité et la population civile pour exprimer donc notre patriotisme, notre désir de vivre ensemble, notre désir de faire en sorte que ce pays avance de façon donc harmonieuse. Alors, Monsieur le ministre, c'est une symbiose qui est tout de même réduite. Alors, il y en a des absences qui seront sans doute remarquées parce que au niveau, par exemple, des militaires, il y a certains corps qui seront absents. Et vous avez parlé tout à l'heure également du temps mis pour le défilé qui a été calibré entre 1h30 et 1h45. Est-ce que justement il ne faut pas s'inquiéter que ce défilé ne soit un défilé au rabais? Non, il ne s'agit pas d'un défilé au rabais. Il s'agit effectivement d'une rationalisation. Vous savez, nous sommes dans une situation sécuritaire un peu difficile, donc qui nous amène à ne pas dégarnir nos activités et nos positions. Si bien que la hiérarchie militaire et paramilitaire a convenu qu'il n'y aura pas de défilé au rabais pour ce qui concerne les militaires, mais il y aura une présence de l'ensemble des composantes tout en faisant en sorte que nos arrières soient conservés. Il y a également donc tout ce qui a été fait pour les civils aussi va être effectivement maintenu. Nous pensons qu'ici, à Banfora, dans la région des Cascades, c'est vraiment donc un défilé militaire et civil de la maturité que nous allons avoir ici. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, il y avait eu entre-temps des appréhensions quant à la tenue ou pas de cette festivité. Est-ce que ces appréhensions étaient fondées? Non, mais bon, ça, nous sommes dans une démocratie. Donc, c'est comme je disais, les gens s'expriment comme ils le veulent. Mais je pense que le président du Faso a une fois déjà dit il faut que les gens quand même aient suffisamment des yeux pour regarder. Mais il y a quand même eu assez de retard pour la livraison des infrastructures. Non, il n'y a pas eu de retard. Nous étions plutôt en avance ici à Banfora par rapport, par exemple, à ce qu'on avait comme situation à Manga ou à Gawa. Donc nous étions pratiquement en avance sur certains aspects. Donc c'est normal parce que le 11 décembre, comme je le dis, il y a plusieurs activités. Il y a également cette volonté de faire en sorte de créer une base au niveau de la ville qui habite la région et qui va conduire et propulser un développement des autres villes. Si bien que ce n'est pas simplement en un an qu'on peut faire. Il y a des travaux que nous continuons à faire, comme je l'ai déjà dit, à Gawa, nous continuons à travailler à Manga, nous continuons à travailler à Tenkodogo. Nous allons continuer à travailler donc dans les régions des Cascades ici, c'est-à-dire à Banfora, à Sendou, à Niawologo, à Mangodara, à Sidradougou, etc. Et comme dit le président du Faso, le meilleur est à venir. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, un message aux populations à la veille, en tout cas, du clou des activités commémoratives. Ah oui, ça c'est vrai, parce que le défilé civil et militaire aura lieu à partir de 9h. Il s'agit donc d'une cérémonie solennelle avec c'est ça. Donc et qui indique donc des séquences solennelles. Nous invitons donc la population à être déjà présente sur le lieu à partir de 7h afin de permettre donc aux activités solennelles de se mener. Il ne faut pas venir à 9h donc commencer à dire où se trouve ma place. Donc nous invitons la population à venir très tôt, prendre donc leur position sur le site. Ceux qui sont à Bobo, qui veulent venir, quittent très tôt. Ceux qui sont à Niawolgo ou dans d'autres localités à Sendou, ils n'ont qu'à quitter donc très tôt. Ceux qui sont dans la ville de Banfora, nous attendons donc dès 7h pour qu'ils puissent être installés, pour que la fête soit belle. D'accord. Merci donc, Monsieur le ministre, d'être venu sur ce plateau. Merci bien, Madame. Voilà, on va donc poursuivre cette édition. Et comment concevoir une célébration à l'échelle nationale sans la garde rouge? Impossible, dirait-on, composée d'escadrons d'honneur et d'escorte. C'est une unité qui apporte un cachet particulier à chaque festivité. Et pour ce 60e anniversaire, elle troque sa tenue rouge traditionnelle pour celle des Dozo. Immersion au sein d'un corps de prestige avec Roger Kam et Boukari Ouedraogo. À chaque déplacement du président du Faso ou d'une haute autorité du pays, leur présence reste remarquable. L'escadron d'escorte motorisé, dans un ballet harmonisé où tous les gestes sont étudiés avec la plus grande des précautions, cette unité d'honneur ouvre la voie. Ce matin, loin des exercices, la pratique rejoint les hommes du commandant Mokhtar Maïga. À côté de l'escadron d'escorte, une autre unité qui fait la fierté du corps. Eux sont de l'escadron d'honneur. Entre autres missions, ils sont chargés de faire la faction, comme ici, où chaque geste est mesuré conformément à la discipline militaire. La garde rouge, c'est les honneurs à pied. Nous faisons la faction au niveau de Kocham
les grands services, nous faisons la haie d'honneur présidentiel. Toujours dans cette unité d'honneur figure la cavalerie. Leur présence à chaque événement attire les regards et l'admiration. L'admiration, il en aura dans ces festivités du 11 décembre à Banfora, car sous l'impulsion du président du Faso, la garde rouge a pris les couleurs locales en abhorrant les tenues d'Ozo, spécificité culturelle de la région. Le chef-d'œuvre de cette tenue est l'œuvre de ce monsieur, Mamadou Soma, natif de la région. Nous avons fourni des échantillons qui ont attiré l'attention du chef de l'État. Et surtout que nous sommes natifs de la zone, il a préféré nous donner ça compte tenu de la qualité du travail que nous faisons. Nous sommes dans une lancée où nous devons promouvoir ce que nous produisons au pays ici, c'est-à-dire la tenue traditionnelle, à l'image des dojos de la localité de la région des Cascades. Les honneurs militaires et républicains n'ont plus de secret pour ces hommes pour qui le quotidien consiste à toujours faire dans la perfection. Tout laisse donc à croire que pour le défilé du 11 décembre à Banfora, le spectacle sera à la hauteur de l'événement et nous attendons de voir. Et comme à chaque commémoration, la nation se fait le devoir de mettre en exergue des fils et filles qui se distinguent par leur mérite. Ce matin, à la place de la nation, 127 issus de toutes les couches socio-professionnelles ont été décorés par les autorités. Les détails de la cérémonie avec Issa Kafando et Moumouni Soubega. C'est une reconnaissance de la nation pour services rendus. Ce sont au total 127 personnes qui reçoivent des médailles ce 10 décembre ici à Banfora. Les récipiendaires sont des fonctionnaires, des forces de défense et de sécurité, des commerçants, des acteurs de la société civile et autres promoteurs du développement national. Aujourd'hui, ils voient leur mérite reconnu et salué par toute une nation. D'abord, je voulais remercier le gouvernement burkinabé, précisément le président de Faso. Ce qu'on vient de nous faire ce matin, ça doit motiver tout le monde de se mettre à la disposition de son peuple et travailler pour l'intérêt commun. Le gouvernement a vu que le travail que nous faisons mérite effectivement cette distinction et nous sommes vraiment fiers de l'obtenir ce matin et je voulais vraiment remercier tous ceux-là qui ont œuvré à ce que je puisse vraiment accéder à ce niveau. Et j'ai travaillé avec beaucoup de monde et je crois que tout cette mérite est adressé à toutes ces personnes qui m'ont soutenu. Le sentiment de reconnaissance envers tous ceux qui ont œuvré à ce que je sois là aujourd'hui. Et mon domaine d'intervention, c'est beaucoup plus dans le cadre du médicament. L'intérêt que nous portons à notre localité de naissance, cet intérêt a été remarqué par les hautes autorités et je pense que c'est une fierté que je ne me suis pas cantonné seulement à servir ma nation, mais à servir même directement avec mes camarades, la communauté qui nous a vu naître. C'est une date historique que je n'oublierai jamais. Et je suis honorée d'être reconnue par les autorités de mon pays comme étant un modèle à suivre. Et donc j'estime que je suis sur la bonne voie et je vais persévérer sur cette voie-là. Commandeur, chevalier, officier de l'ordre de l'étalon, commandeur, officier, chevalier de l'ordre du mérite sont les grades distingués. Les distinctions, il en a eu également dans des ordres spécifiques comme la médaille donnée des collectivités territoriales. Cette décoration entre dans le cadre de la célébration des 60 ans d'indépendance du Burkina Faso. Cet autre grand rendez-vous, cette fois-ci pour les scolaires, c'est bien la finale du jeu concours Le Crack de la Nation. Ce 9 décembre, dans la salle polyvalente de la ville de Banfora, le groupe scolaire privé Bétani s'est adjugé la première place au détriment du lycée Lompolo-Koné. Nous notons que pour cette édition, 16 établissements étaient en compétition. Gérard Sommet et Sébastien Zongo. Le groupe scolaire privé Bétani de la Cité du Paysan Noir est le vainqueur du jeu concours interscolaire Les Cracks de la Nation Banfora 2020. Dans la confrontation à travers cette rubrique, comme l'anagramme, la culture générale et les questions indices, il obtient 170 points sur 200 contre 105 pour le lycée Lompolo-Koné de Banfora. Vraiment, ça nous motive et tout l'établissement, même tout Banfora même est content parce que vraiment les années à venir, on va se préparer davantage pour aller de l'avant et ça va nous aider vraiment à faire des recherches encore. Nous avons beaucoup travaillé, mais
sont tombés sur plus fort que nous. Donc nous allons nous préparer davantage pour les prochaines éditions afin de rapporter ces prix pour honorer notre établissement. Nous félicitons d'ailleurs les vainqueurs de cette édition. C'est Banfora qui gagne, les Britanniques, c'est le Lompolo aussi. Le contexte sécuritaire et la maladie à coronavirus ont obligé l'organisation à restreindre la participation à ce jeu concours national aux établissements scolaires des 2 provinces de la région des Cascades. Nous avons eu un peu peur, mais nous avons trouvé que le niveau cette année était encore plus élevé par rapport au niveau de l'année dernière. Et les candidats se sont vraiment bien débrouillés. Et donc c'est ce qui fait vraiment notre satisfaction, parce que le niveau était vraiment bien élevé. Cette compétition intellectuelle est accompagnée depuis 4 années successives par l'Assemblée nationale dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance. Il est de notre devoir de soutenir l'excellence, de soutenir les élèves, les scolaires du Burkina Faso. Et partout où il y a l'excellence, partout où il y a la rigueur, la discipline, l'Assemblée nationale qui se trouve être une structure représentante du peuple burkinabé, nous ne pouvons pas nous mettre en dehors de ça. Et ce qui fait que chaque année, nous essayons, autant que faire se peut, de soutenir ce genre d'activité. En numéraire, le groupe scolaire privé Bétani reçoit 500 000 francs CFA contre 350 000 pour le lycée Lompolo Koné. Souleymane Sanogo, vainqueur du jeu radiophonique de l'Assemblée nationale, reçoit son prix à cette même occasion. La problématique des mutilations légalement à Banfora et avec elle celle du mariage des enfants et du dividende démographique, des préoccupations qui justifient l'organisation par le groupe d'action de lobbying et de plaidoyer d'un panel qui interpelle les autorités administratives, coutumières et religieuses. Détail avec Gérard Sommet et Oumo Sissé. Ici à Banfora, le groupe d'action de lobbying et de plaidoyer Gallo réaffirme son engagement à travailler pour l'élimination des mutilations génitales féminines et le mariage des enfants partout au Burkina Faso. À ce panel sur ces problématiques, le groupe exprime sa volonté de soutenir le gouvernement dans son combat pour plus de dignité des femmes et des filles, car le taux de prévalence de ces pratiques reste toujours très élevé malgré les efforts consentis. Une fois mariés, les enfants épouses doivent faire face à plusieurs défis, car elles doivent précocement prendre des responsabilités totalement incompatibles avec leur niveau de développement physique, psychologique et mental. Au plan sanitaire, ces filles sont forcées de subir des relations sexuelles non souhaitées et se retrouvent confrontées à un risque élevé de grossesse non désirée. Pire, le mariage est généralement pour ces enfants synonyme de fin de scolarisation et de tout espoir de développement de compétences professionnelles dont elles ont pourtant besoin. Quant aux conséquences des mutilations génitales féminines, elles sont tout aussi graves et conduisent parfois à la mort. Et les survivantes, selon Sika Kabouré, peuvent souffrir d'infertilité, d'infections et de complications graves à l'accouchement. Face à toutes ces conséquences, il est plus qu'urgent d'impliquer toutes les couches de la société au combat afin de contribuer à la déconstruction des normes sociales négatives qui maintiennent et justifient ces pratiques comme des valeurs sociales, culturelles ou religieuses, toujours selon Sika Kabouré. Du théâtre, dans ces festivités, en prime un cours d'histoire avec le groupe Culture Cascade. Il est question de la collaboration entre Colon et Dioula pour la collecte des impôts de capitation. La pièce, comme si vous y étiez, avec Amado Ilboudo et Isia Kanana. En 1 et 15 minutes, Mamadou Sanogo retrace l'histoire réelle de Banfora. Nous sommes en période coloniale. Le Blanc, dans sa conquête de la région, tisse des liens de collaboration avec les Dioula qu'il considérait comme le plus éveillé. Pendant plusieurs années donc, les Dioula seront ainsi chargés de collecter les impôts de capitation pour le compte du colonisateur. Fatigué de se faire dépouiller, naquit une révolte entraînée par les Guins, Turcas et autres ethnies de la région. Une révolution qui va ainsi aboutir à la prise de leur autonomie. Il faut élire un homme du pays. Le bien commun est sage.
il saura nous guider. En effet, la pièce a été écrite depuis les années d'avant l'indépendance par Lompolo Koné, qui fut un grand administrateur du Burkina Faso, la Haute-Volta à l'époque, qui a écrit cette pièce. Et cette pièce a permis à la Haute-Volta dans les années 1957 de remporter le premier trophée, le premier prix international du théâtre pour la Haute-Volta. C'est venu de Banfoura. Entre mise en scène et jeu d'acteurs, le groupe Culture Cascade de Banfoura aura tenu le public en haleine tout au long de la soirée. On a suivi le temps passé et puis comment nous sommes au présent et puis comment le pays ça passe, comme le pays ça passe quoi. Et puis comment nos autorités nous manipulent. On a tout appris ça. Je crois que c'est une bonne conseil. C'est une pièce vraiment sensible qui parle de la cohésion sociale et de l'entente. C'est vraiment intéressant. Vous avez vu le public qui a bien aimé, qui est vraiment content. Ouais, moi personnellement j'ai vraiment aimé. Voilà, c'est un message très important. Malgré la modestie des moyens, Mamadou Sanogo et sa troupe apportent ainsi leur contribution à la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso à Banfoura. Voilà donc pour ce qui est du point de l'actualité ici à Banfoura. Toutes nos excuses pour les interférences. Nous serons, Dieu voulant, ensemble pour la parade civile et militaire présidée par le chef de l'État, prise d'antenne de 8h40. Bonsoir. Voilà, merci à toute l'équipe de la RTB du côté de Banfoura pour ces informations relatives au 11 décembre à quelques heures de l'événement. Et nous restons dans les Cascades pour une présentation de cette région. Les Cascades, c'est une région touristique par excellence. C'est aussi un carrefour frontalier en matière de commerce. Découvrons davantage cette région avec Moussa Ouedraogo et Ahadi Sandamba. Située à l'extrême sud-ouest, la région des Cascades est issue du découpage administratif du 2 juillet 2001 portant création des régions au Burkina Faso. Elle est limitée à l'est par la région du sud-ouest, à l'ouest par la République du Mali, au nord par la région de Haut-Bassin et au sud par la République de la Côte d'Ivoire. C'est la plus petite région en nombre de provinces. Le chef de la région des Cascades est Banfoura et la région regroupe deux provinces, à savoir la Komoué et la Liraba. La région des Cascades compte 293 villages. Aux côtés de l'administration décentralisée, il y a les collectivités territoriales. La région des Cascades compte 17 communes, dont 9 pour la Komoué et 8 pour la Liraba. Et le conseil régional des Cascades apporte lui aussi sa touche au développement. On a construit les écoles par rapport aux 17 communes là, pour faire forer aussi les forêts, les 17 communes. Donc, surtout aussi, vous voyez, la route qui part de Cascades, tous. Donc, c'était gâté aussi. Le conseil régional a intervenu là-bas qui vaut 200 et quelques millions. Composé essentiellement de plaines, de plateaux et de montagnes, le relief de la région des Cascades est l'un des plus accidentés du Burkina Faso. Les plaines sont vastes et sont parcourues par deux grands cours d'eau, la Komoué et la Liraba. La région des Cascades est le second plus grand déversoir de faune après celui de l'Est. Il y a aussi des plateaux qui ont une altitude moyenne de 450 mètres. Également des montagnes et qui ont une altitude moyenne et sont essentiellement situées dans la province de la Liraba. Et le plus haut sommet du Burkina Faso s'y trouve. Il s'agit du mont Tenakourou qui a une altitude de 747 mètres. Destination touristique par excellence, la région des Cascades regorge d'énormes potentialités en la matière. C'est un potentiel touristique basé sur le relief et la richesse culturelle. L'on dénombre une soixantaine de sites et attraits touristiques dont les plus connus sont les cascades de Karfiguela, les dômes de Fabédougou, les pics de Sendou, le mont Tenakourou et le lac Tengrela. La région des Cascades est une région qui est à mi-cheval entre le plateau Mossi et le relief accidenté des pays côtiers. Ce qui fait qu'on a de nombreux, en tout cas, joyaux touristiques à ce niveau-là. Cependant, les sites touristiques de la région des Cascades sont confrontés à un problème d'accessibilité et pire, aucun site n'est aménagé pour garder des touristes pendant longtemps. Quand vous allez aux Cascades, vous êtes pressé de revenir parce qu'il n'y a pas d'aménagement vraiment qui puisse en tout cas maintenir le touriste ou l'excursionniste pendant un moment donné au niveau des sites. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire.
Sur le plan commercial, la région des Cascades joue un rôle de carrefour transfrontalier régional avec plusieurs marchés et une diversité de produits. Quant à l'artisanat, la région regroupe diverses productions dont les principales sont la vannerie, la menuiserie, la sculpture, la poterie, le bâtiment et la teinture. Avec une société minière et plusieurs sites d'orpaillage, la région des Cascades connaît également un boom minier depuis un certain temps. En plus, la région des Cascades se positionne comme une région industrielle. En matière d'industrie, la région est classée parmi les 5 premières régions industrielles du pays. Le tissu industriel se caractérise par l'existence d'industries agroalimentaires et manufacturières à forte potentialité de main-d'œuvre. Donc nous avons la SN Sosuco, la Minoufa, Sofitex et Sotriabi. La région est essentiellement agricole. L'agriculture et l'élevage occupent près de 80% de la population active et représentent les sources principales de subsistance et de revenus des populations. La pêche est pratiquée au niveau des principaux cours d'eau qui sont la Komo et la Léraba d'une part, et au niveau des plans d'eau tels que les lacs, les barrages et les retenues d'eau d'autre part. 60 ans après l'accession de notre pays à l'indépendance, certains témoins de cet événement historique se souviennent encore. Ces personnes reconnaissent des progrès en termes de liberté et de développement au fil des années. Mais à côté, elles espèrent encore une véritable indépendance qui viendra des Burkinabés eux-mêmes. Nous les avons rencontrés à Dédougou dans la Bukouti Mourouna, Yves Rwamba et Aïcha Dzianda. La proclamation de l'indépendance de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, le 5 août 1960, Pierre Dakio était en fin de formation à l'école normale des enseignants de Koudougou. C'est avec un sentiment de fierté que cet enseignant à la retraite, porte-parole du chef de canton de Dédougou, a vécu l'événement. Nous avons vu un peu, avant les indépendances, nous avons vu ce qui se passait. Les souffrances des populations et contre lesquelles ces mêmes populations ont lutté, et c'est cette lutte-là qui a conduit à l'indépendance. Michel Koulibaly, militaire retraité et habitant Passakongo dans la commune de Dédougou, garde un goût inachevé de cette notion d'indépendance. Quand on a proclamé l'indépendance, c'était la joie pour tout le monde. C'était la joie pour tout le monde. Dans l'immédiat, on ne pouvait pas sentir qu'il y a une libération, mais c'était quand même de l'espoir pour dire que vous êtes libre. Néanmoins, la colonisation a amorcé le développement des pays africains, selon cet enseignant à la retraite. L'écriture, c'est le premier bien que le colonisateur nous a amené. Deuxième chose, le domaine de la santé. Il y a aussi notre système de santé, mais il y a des maillons qui manquaient. L'indépendance réelle, c'est avant tout une dignité humaine et la génération actuelle doit travailler à l'obtenir. Lorsqu'on dit qu'un homme est autonome, c'est grâce à son travail. On ne peut pas être autonome autrement. Être autonome, ça veut dire qu'on arrive à se procurer les biens dont on a besoin. Ce que toi tu produis là, si tu peux te nourrir avec, tu es déjà indépendant. Mais sinon alors tu es toujours sous couvert. La célébration tournante des festivités du 11 décembre permet la réalisation d'infrastructures durables dans les villes hautes. Une initiative saluée par nos deux témoins à la retraite. Autre point de l'actualité pour parler du bilan des 10 ans du pôle de croissance de Bagré. En chiffres, ce sont 14 milliards de francs CFA d'investissement privé injectés dans la zone de Bagré-Pôle. Au bilan également, plusieurs infrastructures réalisées et des emplois créés. Et c'est un bilan dressé par le Comité national des pôles de croissance qui a tenu une session mardi dernier à Bagré. Kosun Koulibaly et Tanga Kafando. Ici, à Bagré, le Comité national de pilotage des pôles de croissance examine le bilan des 10 ans du pôle de croissance de Bagré à cette session 2020. Et en 10 ans, ce sont des infrastructures socio-économiques qui ont été réalisées, de nombreux emplois créés et environ 14 milliards de francs CFA d'investissement privé injectés dans la zone du pôle. Lorsque vous regardez ce qui a été déjà fait en 10 ans, ce que Bagré-Pôle a fait en termes d'aménagement, et en tout cas il y a beaucoup d'espoir parce que nous sommes partis des premiers aménagements
qui n'était pas tout à fait aux normes. Et quand vous voyez maintenant ce qu'il est en train de faire avec, soit avec la Banque mondiale ou ce que la BAD est en train de faire, nous sommes conscients convaincus que cette expérience-là pourra faire tâche d'huile. Des acquis dont le comité se félicite, mais aussi des enseignements à tirer à la lumière des insuffisances enregistrées. D'abord, il faut corriger la lourdeur administrative, parce que ce qui a été handicapant, vous avez vu des témoignages ici qui montrent qu'effectivement nous devons, c'est vrai que nous avons créé une société économique, mais nous devons poursuivre pour créer plus de flexibilité et faire en sorte que tous ceux qui veulent investir, que l'investisseur ne soit pas obligé d'être dispersé par-ci par-là pour retrouver qu'au niveau du pôle de croissance, qu'on puisse donner suffisamment de responsabilités aux responsables du pôle de croissance pour gérer l'ensemble des questions sectorielles. Deuxième préoccupation qu'on a eue, c'est naturellement les questions liées au retard de paiement au niveau des producteurs. Faire des pôles de croissance est un outil de transformation structurelle de l'économie burkinabé. Le gouvernement y croit et prospecte déjà d'autres pôles comme Ouessa et la Bourguiba en phase d'étude. Nous repartons dans la région des Cascades, cette fois pour un focus sur les centrales hydroélectriques implantées dans cette région. Il s'agit de 2 centrales dont la capacité de production est de 2000 kW. Elles contribuent à alimenter la région en électricité et réduire ainsi l'importation des combustibles pour les centrales thermiques. Explication avec Hassan Gourabou et Karim Sissi. Les centrales hydroélectriques de Tourni et de Niofila, 2 plateformes qui font la fierté du Burkina. Implantées dans les Cascades, plus précisément dans la province de la Leraba, elles produisent une énergie de 2000 kW. Nous sommes ici à la centrale hydroélectrique de Tourni. Située en amont, elle dispose de 2 machines d'une puissance de 250 kW chacune. À une quinzaine de kilomètres de là, se trouve la centrale hydroélectrique de Niofila. La centrale de Niofila, qui est en aval, qui est la plus puissante, c'est une centrale qui fait 3 machines de 500 kW. Donc cette centrale est en aval. Elle récupère tout ce qui est débit du barrage de Tourni qui est en amont. Initialement, ces 2 centrales hydroélectriques devraient permettre d'alimenter la ville de Banfoura. Le surplus de l'énergie produit devrait être transféré dans la ligne de transmission de Banfoura à Bobo-Dioulasso. Mais compte tenu de certaines réalités, les données ont changé. Nous, on peut dire qu'on contribue. On ne peut pas prendre la ville de Banfoura en entier. Bon, en début, c'était prévu qu'on prenne. Donc, on voyait qu'il y avait le grand moulin de Banfoura et puis la Sossigo, qu'on ne pouvait pas aussi prendre. La Sossigo a ses propres groupes. Donc, avec le temps, avec l'augmentation de la clientèle, donc on contribue à la production, en fait à la consommation de la ville de Banfoura. Donc on ne peut pas prendre la ville de Banfoura compte tenu de la puissance installée. Donc on a 2 mégas, Banfoura autour de 6 à 7 mégas. Grâce à ces 2 centrales hydroélectriques, les villes de Douna et de Sendou bénéficient d'électricité. Et la Sonabel entend développer de telles initiatives qui visent à produire de l'électricité à moindre coût à partir de l'énergie renouvelable. Depuis le 8 décembre dernier, il vous est particulièrement demandé d'être solidaire envers les orphelins et les malades du VIH-Sida. La semaine de solidarité envers ces personnes est à sa 4e édition avec plusieurs activités au programme. Les organisateurs entendent ainsi susciter plus d'engagement en faveur de ces personnes affectées et infectées par le VIH-Sida. Adama Giti et Maïmouna Traouri. Les acteurs de la lutte contre le sida et les IST célèbrent la semaine de la solidarité envers les malades et orphelins du sida. Cette 4e édition se tient sous le thème « Solidarité et responsabilité partagée dans un contexte de crise sécuritaire », un thème pour susciter l'engagement et l'action de toutes les communautés pour venir en aide aux personnes infectées ou affectées par cette pandémie. De plus en plus malheureusement, la solidarité d'antan s'effrite, n'existe plus. Et c'est notre devoir en tant que département chargé du Fonds de solidarité envers les malades orphelins du sida d'organiser effectivement cette semaine-là pour se rappeler encore
qu'il y a besoin d'agir au profit de ces personnes vivant avec le VIH et également des OIV. Nous aurons également des panels au cours desquels nous allons échanger entre acteurs pour se donner des idées et se partager les bonnes expériences. À cette cérémonie, les coparrains ont laissé parler leur cœur avec un chèque de 2 millions de francs CFA remis à la direction de la pédiatrie Charles de Gaulle et des kits scolaires au profit des orphelins et enfants vulnérables. S'il y a à refaire, nous allons le refaire. C'est le rôle aussi du secteur privé parce que nous ne pouvons pas évoluer dans un environnement où il y a des laissés pour compte. La semaine de la solidarité envers les malades et orphelins du sida sera marquée par des activités de sensibilisation, un panel sur le thème VIH en situation de crise humanitaire, expérience des acteurs de prise en charge des personnes vivant avec le VIH, une sortie éducative et récréative, ainsi qu'un repas communautaire. Et c'est la fin de ce 20h largement dominé par les actualités du 11 décembre à la veille de l'événement. Bonne fête de l'indépendance à tous. Merci de votre fidélité à la RTB et à très bientôt.